Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Suzuki Bandy 1250S de 2009. Allez, c'est parti. Les amis, aujourd'hui, on pourrait se dire encore le test d'une Suzuki Bandy, vu que maintenant j'ai presque couvert l'intégralité de cette gamme. Si je peux vous présenter cette machine, c'est bien sûr grâce à l'un de mes abonnés, qui d'ailleurs n'a pas hésité à venir depuis la Belgique afin de me prêter cette machine. Merci encore à lui. Comme je le disais, j'ai maintenant presque couvert l'intégralité de la gamme Suzuki Bandy. Pour ceux qui découvriraient cette gamme avec cette vidéo, je reprécise qu'il s'agit donc d'une gamme de roadster qui allait, en France du moins, de la 400 jusqu'à la 1250 que je teste aujourd'hui. Il y avait eu aussi un 250 mais vendu exclusivement au Japon. Ces machines étaient souvent proposées en deux versions, une version roadster classique ainsi qu'une version S qui était carénée. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on est sur la machine la plus balèze de cette gamme Bandy, la 1250, et en plus on est sur la version carénée. Dans cette gamme Bandy, toutes les motos étaient équipées d'un 4 cylindres en ligne. Celle-ci ne fait bien sûr pas exception. Comme son nom l'indique, la cylindrée est passée à 1250, on est même plus exactement à 1255 cm3. 4 cylindres en ligne, 16 soupapes, double arbre à cam en tête. La différence avec ce moteur par rapport à l'ancienne 1200, c'est que maintenant il est alimenté par injection et il est aussi passé à refroidissement liquide. Par contre, la petite déception, c'est qu'avant la 1200 proposait une puissance de 100 chevaux, et bien avec cette 1250 on n'a pas plus de puissance, on a 98 chevaux. On sent que la norme Euro de l'époque avait déjà castré un petit peu les capacités de ce moteur. Par contre, le surquad cylindré fait qu'on a plus de couple et à plus bas régime. Cette machine peut développer 11 mètres kilos de couple, et ça à uniquement 3700 tours. Forcément, machine un peu ancienne et de grosse cylindrée en 4 cylindres, c'est une machine qui est loin d'être légère. Elle est annoncée tout plein fait pour 250 kg. On dira que c'est dans la norme sur ces machines de grosse cylindrée en 4 cylindres. Comme je vous l'ai dit, le propriétaire de cette machine vient de Belgique pour me la prêter, et je suis ravi surtout que cette machine soit totalement d'origine. Et c'est extrêmement rare, Ces machines ont été très populaires à une certaine époque et très accessoirisées. Là sur la machine, finalement, les accessoires présents sont extrêmement discrets. On a juste les clignotants qui ont été remplacés par des modèles LED. On a sinon des barres de protection pour le moteur. La machine est équipée de la béquille centrale, et ça je ne sais plus si c'était d'origine sur cette moto ou si c'était en option. Après, vous voyez qu'il y a aussi une protection du radiateur avec le logo Bandy 1250. Donc ça, c'est purement de l'esthétique. Mais sinon, au niveau technique, elle n'a aucune modification. Elle a même encore le fameux échappement d'origine, une énorme pièce chromée qui, à l'époque, était détestée par les propriétaires. Donc maintenant, sur le marché de l'occasion, c'est très rare de retrouver cette machine avec l'échappement d'origine. Donc concernant la prise en main, c'est toujours une assez bonne surprise ces machines, car bien qu'elles soient assez grosses, assez volumineuses, eh bien on est facilement à l'aise sur cette machine. La position n'est pas trop penchée vers l'avant, et vous voyez que du haut de mon 1m70, j'arrive à poser les pieds au sol, alors que la moto est quand même assez balèze, surtout au niveau du réservoir. Celui-ci est relativement large, mais je suis pas non plus vraiment pénalisé. C'est une machine facile à prendre en main. La position de conduite est assez droite. Vous voyez que le guidon est relativement haut. En plus, sur cette machine, je suis très bien installé, car vous voyez qu'elle est équipée d'une selle confort, ce qui propose un petit dossier juste derrière mes fesses. Donc je suis vraiment bien sur cette moto. Dès les premiers tours de roue, on se sent à l'aise. Et ça peut sembler surprenant sur une machine de ce gabarit, je le redis. Vu qu'on est assez droit, la prise d'info ne pose pas réellement de problème. En plus, sur cette machine, vous voyez que les rétros sont fixés sur le carénage,
Et donc ça permet d'avoir les infos quasiment sans sortir notre regard de notre trajectoire. On n'a pas du tout besoin de tourner la tête pour vérifier ce qui se passe derrière. Ça c'est vraiment pas mal. On tournera la tête finalement que pour vérifier les angles morts. Donc je rappelle, cette moto est actuellement encore équipée de l'échappement d'origine. Donc vous vous doutez que ça ne fait quasiment aucun bruit. Depuis tout à l'heure, je suis en ville, je reste à bas régime et j'entends plus le bruit de l'air qui vient frapper mon casque que le bruit de l'échappement. On verra tout à l'heure ce que ça donne à plus haut régime, mais pour l'instant c'est assez même surprenant d'avoir une machine de ce gabarit aussi silencieuse. Une autre nouveauté qui équipait cette 1250 par rapport à la 1200, c'est la boîte de vitesse. Précédemment, c'était une boîte à 5 rapports. Là, maintenant, on a une boîte à 6 rapports. Et avec cette cylindrée, on peut cruiser, on peut rester à très bas régime avec un rapport engagé, lui, relativement haut. C'est vraiment ce qui est toujours aussi appréciable avec ce type de machine, c'est que finalement, avec la cylindrée, on n'a pas du tout besoin de monter dans les tours. On a suffisamment de couple et d'efficacité, même en restant à très bas régime. Là, par exemple, vous voyez, je suis à peine à 50, je viens de passer la 6e, et à 50, si je veux reprendre de la vitesse, vous voyez, ça repart instantanément, et la reprise est même surprenante, hein. Ça marche vraiment très bien. Concernant les accessoires, j'ai oublié de vous le dire, mais la moto est équipée, vous le voyez, d'une petite bulle fumée. Elle est même quasiment opaque. Je ne sais pas si elle est vraiment beaucoup plus haute que celle d'origine. Franchement, je pense pas. Et en termes de protection, là, dès que je dépasse le 60 km/h, j'ai pratiquement pas de protection, hein. J'ai autant d'air que si j'avais un roadster. D'ailleurs, la preuve, si je me mets debout ou si je me rassois, il n'y a aucune différence de protection. J'arrive maintenant dans le passage à basse vitesse. Donc avec cette machine, ça se passe très bien. Par contre, c'est vrai que à basse vitesse, le poids de la machine est quand même très perceptible. On sent bien que c'est une grosse mémère, mais ça reste tout à fait manœuvrable. Il faut juste prendre son temps, pas la brusquer, et ça se passera sans problème. Les amis, on est ici pour tester l'accélération de ce modèle. Donc je rappelle qu'on a une machine relativement lourde, 250 kg avec le plein, et là on a quasiment le plein. Elle est donnée donc pour 98 chevaux, ce qui peut sembler modeste au vu de la cylindrée. Voyons comment ça se comporte. Il n'y a pas d'aide électronique sur cette machine. La seule sécurité, si je peux dire, c'est que c'est une machine équipée de l'ABS. Et à l'époque, c'était un dispositif qui était distribué en option. Allez, c'est parti. Premier test. Let's go. Donc c'est super efficace. Bien que ce soit un 4 cylindres en ligne, ça ne prend pas tant de tours que ça. Vous voyez que la zone rouge commence à 9005. Et avec cet échappement d'origine, la sonorité est totalement étouffée. On n'a pas du tout le côté rageur qu'on a parfois sur ces machines avec des échappements adaptables. Maintenant, comme d'habitude, on va vérifier si ça braque bien. Je rappelle que je mesure 1,70 m, que je touche à peu près sur la moitié de mes pieds de chaque côté. J'ai quand même la selle qui m'écarte les jambes. Allez, je braque à fond. Je maintiens la machine droite pour faire exactement la même procédure qu'avec toutes les autres machines que j'ai testées ici. Et ça passe. Je finis pile sur l'autre voie. Ça braque pas trop mal pour une machine de ce gabarit. Maintenant, on va refaire une accélération et par la suite, je teste le freinage. Allez, let's go! Maintenant, je ralentis. Frein arrière, ça freine pas trop mal. Frein avant. Alors le frein avant est suffisant, mais comme malheureusement assez souvent sur les Suzuki de cette époque,
il faut tirer énormément sur le levier afin d'avoir un peu de mordant. Ça manque d'efficacité sur la première zone de freinage. Sur cette machine, je vous l'ai dit, on a l'ABS et c'est du matériel de chez Tokiko, si je ne me trompe pas. Pour revenir sur les performances, je pense qu'au vu du chrono, vous voyez que ça marche quand même très bien. On arrive à 100 en toute fonte première, en fait. On peut tenir le 100 km/h sans changer de rapport. Et finalement, c'est tellement calme avec cet échappement qu'on a l'impression que ça marche presque moins bien que les modèles de précédente génération à carbu. C'est assez surprenant. Je pense vraiment que la même moto avec un autre échappement me donnerait des sensations très différentes. Là, c'est complètement étouffé. Sur cette machine, les commodos sont extrêmement classiques. Sur la gauche, on retrouve bien sûr tout ce qui commande l'éclairage, clignotant, feu, appel de phare. On a aussi un bouton pour les feux de détresse. Et sur la droite, démarreur, coupe-circuit, et c'est tout. C'est vraiment extrêmement simple. Le tableau de bord, lui, est encore un petit peu à l'ancienne, et c'est pas pour me déplaire. On a déjà deux cadrans cerclés de chrome. Le premier, donc, c'est le compte-tours, gradué en blanc puis en rouge, avec une aiguille rouge, donc c'est très très facilement lisible. Le deuxième cadran, lui, est confié à un écran cristaux liquide monochrome qui vous indique en gros votre vitesse. Vous avez votre jauge de carburant, une horloge, le kilométrage et les tripes. Et c'est tout. Vous n'avez pas de témoin de rapport engagé ni de conso instantanée ou moyenne. C'est d'ailleurs pour ça que le propriétaire, vous pouvez voir, a rajouté un petit écran supplémentaire qui indique le rapport engagé. Vous voyez que je suis maintenant de nouveau en agglomération et ce que j'adore avec ces machines, c'est vraiment ça, c'est cruiser. Je suis en 6e à 1500 tours à 50 et je fais aucun bruit, je reste sur le couple. C'est extrêmement tranquille. La boîte de vitesse fonctionne très bien, il n'y a pas de craquement, de point dur. C'est très très cool, hein. Et là vous voyez, je repasse tous mes rapports, 2, 3, 4, 5 et 6. Je suis à 30 km/h en 6. Je descends même à 25 en 6. Et ça bronche pas. Je veux réaccélérer. Ah, c'est sûr qu'en dessous de 30, là, ouais, ça vibrote un tout petit peu. Et dès qu'on dépasse les 30, le moteur, il repart. Il fonctionne impeccablement. La moto est aussi assez vive, hein, par rapport à ce qu'on pourrait croire. On s'attend à ce que ce soit un peu dur, et non, ça se contrôle vraiment bien. Sur cette moto, la taille des pneumatiques est tout à fait standard, c'est du 17 pouces, 120 à l'avant, 180 à l'arrière. J'arrive de nouveau sur un passage à basse vitesse, et vous voyez, ça se manœuvre vraiment sans difficulté. C'est sûrement le point le plus surprenant sur ces machines, hein, et c'était déjà ce qui me surprenait sur la 1200. Bien que ce soit des machines beaucoup plus grosses et qui semblent impressionnantes, eh bien ça se conduit pas plus difficilement qu'un Bandit 600 en fait, hein. C'est là la force de ces grosses cylindrées. Maintenant je sors de l'agglomération, j'accélère un bon coup. Vous voyez de nouveau l'efficacité à bas régime. J'ai pas dépassé les 5000 tours. Et c'était déjà très très performant. Maintenant, j'arrive sur un Dodane, je ralentis, je suis à 30 km/h. Ouais, c'est un peu ferme. À l'avant, vous voyez qu'on a une fourche classique, elle n'est pas inversée et elle ne semble pas réglable non plus. À l'arrière, on a un mono-amortisseur et je crois qu'il est réglable uniquement en précharge. J'avoue que j'ai pas bien identifié où étaient les réglages sur ce modèle. De nouveau 30 km/h. Ouais, c'est juste le bon compromis entre fermeté et confort. Moi, ça me convient. Nous arrivons maintenant dans une succession de virages. Voyons comment ça se comporte.
Ce qui est vraiment génial, c'est à chaque fois, j'ai pas besoin de monter dans les tours et tout de suite on sent la machine qui est catapultée. Le freinage par contre est très certainement le point le plus limitant. C'est ce qui me rassure le moins. Il faut réapprendre à utiliser ce freinage. Il faut tirer beaucoup plus fort que sur la plupart des machines modernes et même de ses concurrentes de l'époque. Sinon, ça se penche assez facilement, même si on n'est pas sur un GSXR, hein, clairement pas. Et au-delà du freinage, l'autre paramètre qui est vraiment déstabilisant pour moi, c'est l'absence totale de sonorité à l'échappement. Je le redis, et vous l'entendez peut-être comme moi, je n'entends quasiment pas le moteur. D'ailleurs, non, je n'entends quasiment pas l'échappement. J'entends plus les bruits mécaniques du moteur que réellement l'échappement. Allez, un petit rond-point. Ça se penche assez bien. Prise d'info, pas de souci, et on réaccélère. Donc vous le voyez, on n'a pas besoin d'accélérer fort pour remonter au maximum autorisé. Finalement, ce moteur, bien qu'il prenne presque 10 000 tours, en utilisation normale, on dépasse rarement les 5000. On va maintenant s'engager sur l'autoroute. Alors, j'accélère juste un tout petit peu. Je passe la 5 puis la 6. On va essayer de dépasser ce poids lourd sans changer de rapport. Allez, on s'engage et on dépasse. Vous avez dû le voir, je me suis fait bêtement avoir, car ce moteur est tellement efficace à bas régime que j'étais en train de chercher une 7e vitesse. Il n'y a vraiment pas besoin de monter dans les tours avec cette moto. Par contre, la protection, elle est inexistante. J'en prends énormément en pleine tête. C'est presque insupportable. Il faudrait que je me penche comme ça pour être un minimum protégé. Et je parle bien d'un minimum. Le seul endroit où j'ai pas trop d'air, c'est sur les jambes. Donc vous l'aurez compris, au niveau du moteur, vraiment aucune difficulté pour prendre l'autoroute, mais en termes de protection, cette version S, finalement, n'apporte pas grand chose de plus par rapport à une version Roadster normale. Il faudrait une bulle beaucoup plus haute, et je sais que ça existe, c'était même un accessoire assez populaire sur ces machines, pour vraiment avoir de la protection. Au niveau de l'éclairage, cette moto est un peu ancienne, donc forcément d'origine quasiment tout est à ampoule. À l'avant on a ce gros feu, enfin cette grosse optique typique à ce genre de machine. Personnellement je suis pas un grand fan. Les clignotants, je vous l'ai dit, ont été remplacés. Et j'avoue que j'ai une interrogation concernant le feu arrière. Là actuellement il est à LED, il semble homologué, du moins il y a les normes CE d'inscrites dessus, mais je ne suis pas sûr que d'origine c'était déjà à LED. D'ailleurs si vous avez l'info, n'hésitez pas à la partager dans les commentaires. Allez, c'est parti pour une dernière accélération. C'est toujours aussi efficace et toujours aussi surprenant de n'avoir aucune sonorité à l'échappement. Je comprends vraiment pourquoi à l'époque, au-delà de l'esthétique, quasiment tout le monde remplaçait l'échappement sur cette génération de Suzuki. Bon, sinon en termes dynamiques, vous avez pu constater comme moi que c'est une excellente machine. Elle n'est, comment dire, techniquement à la pointe de rien du tout. C'est pas la meilleure en suspension, c'est pas la meilleure en freinage, c'est pas la meilleure en tenue de route, c'est pas la plus légère, c'est pas la plus puissante, mais l'ensemble de ces caractéristiques sont cohérentes et harmonieuses les unes avec les autres. La moto est juste bien.
C'est une très bonne machine. Et le point par contre où personnellement je trouve qu'elle ne brille pas, et du moins qu'elle fait beaucoup moins bien que la concurrence, c'est en termes de praticité. Cette machine, on s'attend à ce qu'il y ait quand même un peu de rangement, et finalement il n'y en a quasiment aucun. Si vous démontez la selle, en dessous vous arrivez sur un emplacement où il y a une petite trousse à outils, vous pourrez y glisser un gilet jaune, mais rien de plus. Alors que certaines de ses concurrentes, vous pouviez carrément rentrer une bouteille de 2 litres. Hein. Là-dessus, elle est un peu moins bien. Si vous voulez rouler avec un passager, là, il n'y a pas vraiment de problème. La selle est suffisamment large, il y a une poignée de maintien. Donc ça le fera sans trop de difficultés. En termes de consommation, j'avoue que c'est un peu une inconnue pour moi, car les sites qui parlent de cette machine donnent des infos assez différentes. Le moins que je suis tombé, c'était 5 litres 5, 6 litres, et le plus c'était 7 litres 5, 8 litres au 100. Je me doute qu'en fonction de l'utilisation, ça évolue beaucoup. Savoir que sur cette moto, il y a un réservoir de 19 litres. Le propriétaire, lui, a acheté la moto il y a très peu de temps, donc il n'a pas su me dire exactement combien ça consomme. Moi je me doute que ça doit consommer aux alentours des 7 litres au 100. Ça me semble assez logique pour une machine de ce gabarit avec ce genre de motorisation. Maintenant, pour conclure, est-ce que c'est une bonne machine d'occasion? Est-ce qu'il faut se ruer dessus? Je dirais que se ruer dessus, ce serait peut-être exagéré, mais c'est une bonne machine. Après, je trouve que par contre que son prix actuellement en occasion est peut-être un petit peu surcoté par rapport à certaines de ses concurrentes. Actuellement, une machine comme je vous présente, donc en bon état, pas trop modifiée et en parfaite condition de roulage, ça se négocie entre 4 et 5 000 € en fonction de l'équipement, en fonction aussi de l'année, car c'est une machine qui a été produite pendant 7-8 ans. Et si vous avez une ABS, forcément c'est plus cher qu'une qui ne l'aurait pas. Eh bien, donc entre 5 et 6 000 €, ça me paraît quand même un petit peu cher, comparé par exemple à sa sœur japonaise, la ZRX 1200, qui elle est plus puissante et aussi bien équipée. Elle est même plus pratique parce qu'elle a plus de rangement et elle est moins chère. Actuellement, la ZRX 1200, je pense que les gens l'ont oublié, car d'occasion ça vaut dans les 3 500 €, alors que celle-ci est un peu plus chère, mais c'est vrai qu'elle a été plus populaire, on en trouve plus facilement. Ensuite, niveau fiabilité, ce 1250, il n'y a globalement aucun problème, du moins s'il y en a, je ne sais pas lesquels, hein, j'ai jamais entendu parler de moindres soucis sur ces machines. Je pense maintenant, les amis, vous avoir tout dit concernant cette Bandit 1250S de 2009. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour ça. Comme je l'ai déjà dit, si vous avez des infos supplémentaires à nous fournir concernant cette machine ou ses dérivés, hein, que vous ayez une version N, version S ou même une version toute carénée, n'hésitez pas, ce sera intéressant d'avoir votre retour d'expérience. Si vous avez apprécié ce test, pensez à mettre un petit pouce vers le haut, à partager la vidéo sur les différents réseaux sociaux et à vous abonner bien sûr. Comme ça on se retrouvera très bientôt pour un nouveau test. Allez, à bientôt et bien à tous. À l'époque, hein, ces bandits de grosse cylindrée, que ce soit la 1200 ou la 1250, étaient vraiment extrêmement intéressantes en termes de prix. C'était des machines avec de grosses cylindrées, de grosses performances, mais avec des prix assez faibles. Et c'est dommage que maintenant il n'y ait plus réellement de machines dans ce segment. Toutes les grosses cylindrées maintenant coûtent très cher. J'aimerais vraiment que Suzuki ressorte une machine de ce genre avec un prix très contenu et en même temps une très grosse cylindrée.